Voilà, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles j'ai été président. Mais, vous dire, et aussi, je crois en Dieu. C'est ça qui m'a déterminé à être plus près de Dieu. Ce que Dieu décide, personne ne peut aller contre. Et voilà, Mazaman, tu abreuves les âmes désespérées, tu nourris la vie et tu crées la nation, car tu lis entre eux les fils d'une nation. Et voilà, oui, et voilà, cette épreuve de force, cette épreuve d'endurance dans laquelle jaillit un peuple prodigieux, tu es à l'image d'un homme, d'un apôtre, un apôtre inlassable qui, pendant 3 décennies, dans un sursaut nationaliste, a réhabilité coutumes et traditions et forgé la gloire et le bonheur des peuples. Oui, mon général, c'est vous, cet apôtre, et Adéman, l'apôtre des mœurs, le réconciliateur du passé et du présent, le père de toutes les générations, le père de l'identité culturelle togolaise. D'après moi-même, l'ami Frère Janvier. Un chef, quand il est chef, il n'est plus un homme. Il est au-delà d'un homme. Et quand vous allez dans les milieux reculés, dans les hameaux, au fait, c'est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et des gens, les chefs vous diront, il y a des chefs qui vous diront, j'ai fait un rêve. Les dieux m'ont parlé. Donc, au fait, c'est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Alors, quand le président Yadema dit que c'est Dieu qui l'a mis là, je ne pense pas qu'il soit en déphasage avec le parler d'un chef. Il se considère comme le père de la nation, que la légitimité lui revient et que, au fond, parce que c'est lui qui a bâti cette nation qui n'existait pas, eh bien, il va la diriger jusqu'à son terme, c'est-à-dire, en définitive, soit jusqu'à sa mort, soit jusqu'au moment où il dira qu'il ne veut plus de ce pouvoir. Donc, c'est une conception de la légitimité qui est très différente de celle que charrie le discours sur la démocratie. Mais en même temps, comme c'est père de la nation, et tout le monde le reconnaît, il connaît tout le monde au Togo. Il connaît tout le monde. Les gens, leurs familles, les couples, les mariages, les enfants, les relations, les réseaux, il est au courant de tout. Donc on pourrait dire que de ce point de vue, il y a une allure, peut-être une fausse allure de chef de village traditionnel qui doit connaître l'identité, les qualités et les défauts de chacun. Ce qui va encore renforcer la mythologie du chef et tétaniser pour longtemps ses adversaires est l'incroyable série d'accidents et d'attentats auxquels le général va échapper. Le plus spectaculaire d'entre eux a lieu le 24 janvier 1974. Ce jour-là, il monte à bord de son DC-3 pour rejoindre Kara, la préfecture du Nord. À l'approche de la piste, au-dessus de Sarakawa, l'avion perd de l'altitude et s'écrase pour des raisons demeurées obscures. À 15h35, se profila à l'horizon le DC-3 présidentiel. L'avion prit alors un long virage qui devait finir, hélas, dans un bruit fracassant. Le chauffeur du président ne trouva que des cadavres et des blessés.
n'ayant pas vu le chef de l'État, crut qu'il avait péri sous les décombres. Il nous arrêta à mi-chemin et nous dit en levant les bras vers le ciel: le patron est mort. Et nous avons repris notre course désespérée jusqu'à l'épave où nous devons découvrir l'horreur de la catastrophe. Les uns étaient déchiquetés, les autres blessés, d'autres encore déliraient avant de rendre l'âme. Le cœur serré, les yeux en larmes, nous fouillons désespérément dans l'amas de ferraille. Où est-il? Où pouvait-il être? Mais le président était introuvable. Quand soudain, il apparut parmi nous avec ses habits déchirés et tout couverts de sang. Pourquoi pleurez-vous? Nous demanda-t-il. Mon général, faut-il vous amener à l'hôpital? Non, répondit-il. Je vais à Pia et non à l'hôpital. Un moment s'écoula. Puis, il vint au balcon de sa maison et d'une voix rassurante me dit: Améi, va, retourne sur les lieux pour t'occuper des autres. Les jours suivants, vêtu d'une longue tunique blanche, le président redescend à Lomé par la route. Tout au long du parcours, foule et militants du RPT, le parti unique, accourent pour s'approcher de celui qu'ils considèrent comme un revenant. Le 2 février, il prononce un très long discours dans lequel il dénonce un complot de l'étranger et en profite pour nationaliser la production des phosphates. Parmi d'autres péripéties, mitraillage, tirs de bazooka ou balles tirées à bout portant, l'épisode de Sarakawa occupe une place centrale dans l'imagerie officielle qui s'installe. Sur le champ de bataille, quand on va à la recherche de l'ennemi, tout un bataillon, il y a les éclaireurs de pointe qui sont sacrifiés à la mort. Moi, je suis éclaireur pour le Togo, je suis prêt à mourir pour le Togo. J'arrive au palais et il y avait, n'est-ce pas, un groupe de gendarmes qui me rendaient les honneurs. Ils sont 12 par an de taille. Le dernier, n'est-ce pas, était plus petit que les autres, parce que dans l'armée, les grands devant, les petits derrière. Dans le civil, à l'école, les petits devant, les grands derrière. Donc, j'arrive, il était en position de présenter armes avec ses idées machiavéliques et je les ai passées en revue. Lorsque j'ai pivoté le pied gauche sur le pied droit sur le pied gauche pour partir, à quoi mettre en position de présenter armes, il avait 4 cartouches dans le magasin de son arme et une logée dans le canon. Et il a baissé, dès que je l'ai tourné le dos, donc c'est le dernier, il a baissé l'arme, il a tiré. La balle a déchiré, j'avais ce carnet-là, cette position. La balle a déchiré, est rentrée par là sans broyer le bras, et est rentrée par-ci avant d'arracher le bloc note. J'étais à 5 mètres devant moi avant de détruire un mur en béton. Regardez, ce que vous voyez, c'est mon sang. Vous savez, mes amis, quand vous êtes en brousse, comme chasseur, il ne faut jamais tenter de tirer sur un buffle si vous n'êtes pas sûr de l'abattre sur place. Si j'étais mort, il aurait gagné. Je ne suis pas mort, c'est moi qui ai gagné.